tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, interview de Loïc Pora, l'arbitre de MMA. Loïc, comment ça va? Eh ben, écoute, ça va très bien, malgré un temps pourri qu'on peut avoir à Paris où il fait 17 degrés pour un mois d'août. Mais sinon, à part ça, ça va. Toi, tu as l'accent du Sud, donc du coup, c'est bien, ça donne la Ah, pêche. on connaît pas, nous, ce temps-là, au mois d'août. Alors, Loïc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît? Ouais, alors je vais faire très, très succinct. Donc, je suis un pionnier du MMA, comme une poignée avons commencé il y a maintenant presque plus de 25 ans. Donc, pour les citer, Mathieu Nicourt, les frères Riccio, les frères Schiavo, les frères Fernandez, Cyril Diabaté, voilà. Donc, toute la première génération de MMA fighters qui n'avait pas ce nom-là à l'époque. Et puis, j'ai combattu un petit peu. J'ai notamment été beaucoup blessé parce que je faisais pas attention à mon capital physique et je bossais la nuit pour pouvoir m'entraîner. Donc, en fin de compte, j'étais fatigué. Enfin, bref. Et puis, j'ai toujours donné des cours de MMA et j'ai formé aussi beaucoup de personnes au sein du MMA qui sont actuellement des personnes vraiment importantes dans le scope du MMA, comme Lionel Brézéfin, qui est en charge du développement du MMA au niveau de la FMMAF, comme Johnny Frachet, qui travaille aussi à la FMMF et qui est parti de la NR Fight pour monter sa propre structure à l'US Métro et qui fait un gros travail d'accompagnement de combattants amateurs et pros. Et puis, plein. Voilà, je suis assez connu dans le milieu puisque j'étais un des premiers. Donc, on va dire que tout le monde est passé plus ou moins entre mes mains, surtout sur la place parisienne, notamment Greg MMA. On s'est entraîné ensemble il y a 15-20 ans, ouais, 20 ans au moins. Et puis, ça m'a fait super plaisir de l'arbitrer dernièrement. On va en parler. Voilà, donc sur ce point-là, voilà, donc un ancien du MMA, donc c'est pour ça que je connais beaucoup de monde. Je sais un peu tout ce qui est et qui a été. Et puis depuis 2020, là où le MMA est vraiment a pu exploser en France grâce à la légalisation de la compétition, j'ai Lionel qui m'a demandé si je voulais revenir à l'arbitrage, chose que j'avais déjà fait à l'époque avec le Pancras et que j'avais arrêté parce que j'avais monté une salle en 2013. Donc pendant 10 ans, j'ai arrêté. Et puis je suis revenu à ces amours-là parce que c'est quelque chose qui me plaisait. Déjà à l'époque, avec la FFKMDA, j'organisais des formations pour les juges et arbitres de Pancras. J'ai notamment formé beaucoup de juges et arbitres qui sont actuellement au sein de la FMMF, comme Ahmed Korchi, tout ça, etc. Enfin, c'est des gens que j'ai formés, qui ont pris le relais après, quand moi j'ai arrêté. Et puis, je suis revenu aux affaires. Et puis, ça m'a plu encore de plus belle parce que j'ai vraiment trouvé ma place en tant qu'arbitre. Et puis, mon expérience de coach, d'entraîneur, d'ancien combattant fait que j'ai un peu une casquette qui me permet d'avoir des qualités importantes pour l'arbitrage. Et donc, j'en fais aussi bénéficier ceux qui m'accompagnent, ceux qui sont officiels et qui veulent aussi arbitrer et juger. Parce qu'on a quand même des jeunes, pas forcément dans l'âge, mais dans la pratique de l'arbitrage. On a des jeunes juges et arbitres. Donc, du coup, j'essaie de faire partager toute mon expérience. À côté de ça, je suis maintenant aussi au comité directeur de la Fédération française de MMA avec Adrien Caillol sur la partie arbitrage. Voilà. Ce sont des différents corps. Il y a le comité médical, le comité sport de haut niveau, le comité promoteur, le comité arbitrage. Voilà. Et donc, du coup, avec Adrien, nous, on est les représentants de ce comité au niveau de l'arbitrage. Loïc, pour en revenir au début, bon, tu as vu le MMA naître en France, comme tu l'as dit, tu fais partie des pionniers. Toi, la première fois que tu as connu le MMA, c'est quoi le souvenir que tu as quand tu vois la première fois que tu es... Ouais. 1993. Ok. Donc j'avais 20 ans. À l'époque,
faut pas oublier qu'à l'époque, le numérique n'existait pas. Donc, on avait tous un magnétoscope. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ben, ils regarderont sur Internet ce que c'est un magnétoscope. Avec des cassettes VHS. Non, ça fait un truc de ouf parce que pour nous, c'était le magnétoscope. Déjà à l'époque, quand tu avais un magnétoscope, c'était waouh, putain, bref. Et donc, du coup, j'enregistrais moi le zapping, tous les zappings du midi de Canal+. Et le soir, en revenant du bahut, je mets mon truc et d'un seul coup, je vois des combats dans une cage et tout avec Ken Shamrock et tout. Et là, j'ai mes poils, ils ont fait comme ça, ils se sont hérissés. Et j'ai dit, mais putain, c'est ce que je veux faire, quoi. C'est ce que je veux faire. Alors, à l'époque, j'ai commencé les sports de combat à l'âge de 11 ans. J'ai fait pendant plus de 10 ans du taekwondo. J'ai eu des résultats intéressants en taekwondo. Je m'entraînais un peu avec Pascal Gentil, c'est voilà, Michael Boro, qui est un bon pote aussi, qui s'occupe de l'équipe de France junior. Donc, toute une génération de bons taekwondoïstes. Et à côté de ça, une fois que j'avais eu ma ceinture noire, j'ai fait un truc qui s'appelait du Long Yin Dao. C'était un peu de la self-défense. C'était un truc pas connu, quoi. Et le prof, c'était un peu un foufou et c'était de la bagarre de rue améliorée. Et je me suis dit, quand j'aurai ma ceinture noire, je ferai ce truc-là parce que je cherchais toujours à faire quelque chose dans l'efficacité. Et le taekwondo, c'était pas assez efficace à mon goût. Et là, j'ai pu en faire. Et c'est ça qui m'a fait connaître le MMA. Ce prof-là m'a fait connaître Bas Rutten. Donc, j'ai pu m'entraîner avec lui en Hollande. Donc, j'allais régulièrement en Hollande m'entraîner. Dès que je revenais, bah, du coup, je montrais à d'autres ce que j'avais appris. Et du coup, bah, c'est comme ça que l'aventure a débuté, quoi. Voilà. Et Par une est-ce que tu as eu cassette des. vidéo. Ouais, par une cassette vidéo. Et est-ce que tu as eu des inspirations, des modèles, des sportifs, des acteurs Ouais, bah, durant bien sûr, ouais. justement ce. Bas Rutten, parce que je m'entraînais avec lui. C'était une star au Japon à l'époque parce que c'était le King of Pancras. Et il se battait contre. Il a fait des combats de ouf, hein, là-bas. Et j'aimais son style parce que moi, j'aimais pas le sol à l'époque. Enfin, le judo, ça m'avait jamais attiré. Le jiu-jitsu traditionnel, je trouvais que ça ressemblait à du judo. Le jiu-jitsu brésilien n'existait pas. Le grappling n'existait pas. Mais le judo, ça me disait strictement rien. Et, euh, et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de kimono et qu'on pouvait faire des clés, machin, etc., putain, ça, j'ai kiffé parce que j'avais pas besoin d'avoir une tenue particulière pour faire ça, une tenue de boxe, une tenue de judo, un kimono, machin. Tu avais une tenue et avec ça, tu te démerdais. Et c'est ce qui me plaisait en fin de compte. Et Bas Rutten, c'était un des précurseurs parce que, et même encore maintenant, parce qu'il était capable de boxer, il était capable de lutter, il était capable de soumettre. Donc il était vachement en avance sur son temps. L'UFC a dépouillé tout ça avec les premiers UFC. On a vu que c'était la prépondérance du sol qui gagnait face à des gars qui ne savaient rien faire au sol. Et comme on va dire, une bagarre arrive très généralement à se prolonger au sol. Et c'est vrai que si tu as des outils pour te démerder au sol, tu es toujours en avantage, quoi. Voilà. Maintenant, on s'aperçoit que tout le monde est bon au sol, tout le monde est bon en lutte. Donc maintenant, depuis les 5-6 ans, on voit beaucoup des combats de MMA qui sont plutôt des combats de boxe pied-point. Et quand tu vois l'évolution du sport aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Ça t'avait pas d'ailleurs fait peur un peu cette brutalité justement parce qu'on Non. rappelle dans les premières UFC, il n'y avait pas de règles. Il y avait un arbitre, je crois quand même, mais il n'était Ouais, ouais, pas ouais, dans bien la sûr. cage, il me semble. Si, si, C'est si, ça, si, hein? si, si, si. Il était dedans? Ok. Putain, c'est pas possible. On va te remettre un journaliste là-haut. Bien sûr qu'il était. Il y avait un Il arbitre. était dedans? Il y a pas. Ouais, ouais. Parce qu'il n'y avait pas Non, des non, juges, dès le c'est quoi qu'il n'y premier. avait pas? Non, non, dès le premier, il n'y avait pas de catégorie poids. Il y avait une durée de 30 minutes. Oui, il Voilà. n'y avait Il n'y pas de avait pas règles. de. Donc l'arbitre, il ne servait pas à grand-chose. Il ne savait pas à grand-chose. Même des fois, Voilà. il arrêtait le combat. Il ne savait pas pourquoi il arrêtait. Puis il disait continuer, etc. Donc c'était les mecs ne savaient pas du tout. C'était vraiment du folklore, quoi. Ils tapaient, ils attrapaient la glotte, ils tapaient dans les parties Ça fait génitales. partie, ouais. Ils arrachaient les cheveux. Il y a une Rose Gracie qui arrache les cheveux de Kimbo Slice à un moment donné, à l'époque. Enfin, voilà, il y avait un mec qui avait, dans le premier ou le deuxième UFC, je ne sais plus, mais il y en a un qui a un gant de boxe et pas de gant d'un côté, tu vois. Donc, Ouais. c'était rigolo, quoi. Mais c'était un mal pour un bien parce que quand nous, on était gamins, c'était toujours, quand on faisait, moi, je venais du karaté, du taekwondo. Et du coup, c'était, ouais, mais de toute façon, moi, si je t'attrape au sol, t'es mort. Et puis,
je lui disais, bah, avant de m'attraper, je vais te m'en remettre plein la tête et c'est toi qui vas mourir avant. Tu vois, c'était le truc, etc. Donc, ça a été un mal pour un bien. Ça a vraiment décoiffé un peu tous les idées reçues qu'on pouvait avoir sur tel ou tel sport de combat et arts martiaux. Donc, du coup, voilà, c'est un mal pour un bien. Maintenant, pour revenir à la question que tu me dis, qu'est-ce qui a changé? L'évolution du sport, elle est logique, elle est bien et elle est professionnelle aussi, et amateur. Donc, je ne vais pas dire le contraire. Ce qui me gêne, moi, c'est les réseaux sociaux par rapport à, au fait que quelque chose de normal devient tout de suite extraordinaire. C'est-à-dire, même moi, mes élèves que j'avais ou que j'ai pu avoir, quand ils se filmaient parce qu'ils se faisaient des pompes, mais je me foutais de leur gueule. Je fais, mais t'es ouf ou quoi? Je veux dire, tu fais des pompes, tu es en train de te filmer, c'est quoi? C'est extraordinaire de faire des pompes. De donner un coup de pied, c'est extraordinaire. Ah non, c'est pas extraordinaire. Je veux dire, moi j'étais à haute tension, Cyril Diabaté était haute tension, Aurélien Duarte, enfin, on a des grands champions qui étaient sous tutelle haute tension. Et le nombre de middle que j'ai pu donner dans un sac, je peux pas te le dire. C'est tout le temps, à chaque séance, 2 fois par jour. Et à la fin de séance, d'envoyer des middle, des middle. Maintenant, un mec, il envoie 10 middle dans un sac, il va se prendre en vidéo parce que limite, c'est extraordinaire. Et en réalité, c'est bullshit, quoi. Et donc, ça, c'est les réseaux sociaux, ça nous emmerde. Pour nous, les anciens, ça nous emmerde beaucoup, ouais. D'accord. Et donc, le règlement du MMA, toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des règles pour toi qui sont les plus importantes? Bah, les règles, maintenant, l'essentiel, c'est la sécurité des combattants. C'est pour ça que les arbitres, ils ont un rôle hyper important parce que, avant toute chose, c'est de veiller à la bonne sécurité des combattants. Voilà. Donc, maintenant, les règles, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au MMA, on a l'activité limite qui a le plus de règles des sports de combat. Et on a la Il y en règle a, qui, il y en a combien? Il y en a 70, non? ouais, il y a à peu près une soixantaine de règles avec des interdictions. Et nous, notre code sportif, il fait plus d'une soixantaine de pages. C'est pas 10 pages. Et à chaque fois, on a des cas de figure qui nous permettent d'enrichir notre code sportif. Tu vois. Justement, Loïc, on va y venir. La transition entre le combattant et d'être arbitre, elle se fait en quelle année exactement? Et Alors, t'as pas fait de professionnel, hein? T'as fait du MMA ou pas ouais, concrètement ouais, du j'ai coup? combattu en MMA, j'ai combattu en Russie, en Angleterre, en Hollande, en Belgique. Donc, niveau Voilà. professionnel. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais. Et même, j'ai fait des combats maintenant qui ne sont plus du MMA, mais j'ai combattu contre. J'ai 2 combats qui ne sont plus référencés sur Sherdog où j'avais gagné parce que c'était des règles. J'ai combattu en mixed fight. J'avais fait un titre européen en mixed fight où c'était du MMA mais avec un kimono, avec les mains ouvertes. Voilà. D'accord. Mais ça a été déférencé. Et puis un autre combat, je ne sais plus c'est lequel, qui avait été aussi enlevé. Ah si, mon premier combat, qui était mon premier un titre de champion d'Europe en pancrace, où c'était un round de 15 minutes pour les championnats d'Europe. Il n'y avait pas de catégorie de poids et il y avait les mains ouvertes, mais pas au visage, avec les coups de poing au corps. Et au sol, D'accord. c'était Ben, des frappes au corps. c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, ben, on te voit médiatiquement beaucoup en tant qu'arbitre, mais je pense que beaucoup de gens ne le savent pas que tu as été Mm. combattant. D'ailleurs, j'ai pu voir, tu avais le surnom Wolverine, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'était mon truc. Pourquoi ce surnom? Bon, Pour- alors pourquoi? Alors moi j'adore les Marvel. Je l'ai même Ok, tatoué j'ai Wolverine qui est tatoué sur mon tibia droit. Je suis la génération Strange. Donc moi, mon père, quand j'avais 7, 8 ans, 10 ans, tous les vendredis, j'avais un Strange. Donc j'ai une grosse quantité de Strange à la maison. Euh, Wolverine, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui suit son instinct. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense et qui fait ce qu'il dit. Et c'est quelqu'un qui est capable, même si tu es très pote avec lui, qui est capable de te mettre une tarte dans la gueule pour dire tu déconnes. Et c'est un peu mon cas. Les gens me connaissent là-dessus, c'est-à-dire que quand tu m'énerves, si je dois mettre ma main dans la tête, je vais te mettre ma main dans la tête. Et point barre, quoi. Voilà. Et après, c'est pas pour autant que je serais rancunier ou quoi que ce soit, tu vois. Mais même mes potes, ils m'apprécient par rapport à ça parce que je vais leur dire, s'ils déconnent, je vais leur dire normalement, quoi. Voilà, je vais pas faire semblant. Un peu et comme donc son là, caractère.
Ouais. Et donc la transition, elle se fait en quelle année du coup que tu deviens arbitre? J'imagine que tu pars en formation. Je voudrais en parler un peu avec toi. Comment ça se passe aujourd'hui? Comment on devient arbitre? Et est-ce que le parcours que toi tu as suivi pour devenir arbitre, c'est le même à l'heure actuelle? Parce que j'imagine qu'en fait, il y avait tout à créer, non? Ou vous vous êtes inspiré un peu du modèle, ce qu'ils faisaient à l'étranger. Comment ça se passe aujourd'hui pour devenir arbitre? Je te pose plein de questions en Ah, même temps, mais ouais, c'est mais pour globaliser un peu le. ouais, mais au contraire, je vais répondre à tout ça. Alors, moi, j'ai pas fait une formation au début pour être arbitre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais un des pionniers du MMA. Avec quelques-uns, Mathieu Nicourt, comme ça, etc. Et à un moment donné, j'ai organisé des petits interclubs. Tu vois. J'ai organisé des petits interclubs avec des potes qui avaient des clubs de MMA, comme Mathieu Nicourt, comme d'autres, etc. Et donc, comme j'organisais, personne ne voulait vraiment arbitrer. Du coup, sur ces petits interclubs-là, j'arbitrais. Allô, allô? Oui, 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 je Ah, t'écoute. Là, excuse-moi. oui, oui, Ouais, ça a excuse-moi. commencé comme ça, t'as arbitré. Ouais, t'as arbitré. Voilà, j'arbitrais, etc. Voilà. Et Là, il n'y puis, avait pas besoin de. Ouais, il n'y avait non, pas non, besoin c'était comme forcément ça, de. c'était des interclubs. Donc, c'était Ok. vraiment de bons enfants et tout ça, etc. Il y en a beaucoup qui sont maintenant de bons coachs, de grands coachs que j'ai fait combattre comme ça sur des interclubs. Notamment Ok. Tonton, Christian Mpumbu, qui est maintenant mon head coach dans ma nouvelle salle. Je l'avais fait combattre contre Shadow Ludo. Voilà. Donc, tu vois, Shadow, qui est un super pote. Shadow, c'était un de mes élèves. Tonton, ça a été un de mes élèves. Donc, du coup, ils se sont rencontrés sur un interclub. C'était vers Bobigny, je crois, à l'époque. Tu vois, en Pancras, hein. Bref. Et donc, du coup, là où ça a été vraiment officiel, c'est en 2003 pour le Catch Warriors qui était Angleterre-France. Ouais. Le Catch Warriors là, il y avait Cyril qui avait combattu en boxe taille face à Michael Bisping. Il y avait Bendy Casimir, il y avait David Baron qui a combattu face à Dan Hardy, il l'a battu sur un triangle, 2 fois d'ailleurs. Il y avait Damien Riccio, il y avait Emmanuel Fernandez, il y avait je ne sais plus qui encore qui combattait, et moi j'étais prévu de combattre aussi. Et quelques semaines auparavant, pendant la préparation, avec Boris Johnston, que vous devez connaître aussi, qui est à la Latch Academy, un super pote. Écoute, j'envoie fin de round, fin de sparring, j'envoie un middle et lui, il me balaye la jambe, sauf que ma jambe, elle est restée bloquée et du coup, ça a pété les ligaments. Donc, j'ai pas pu combattre. Et Grégory Huot, qui était à l'initiative de ce Angleterre-France au Catch Warriors, me dit écoute, Loïc, tu peux pas combattre, mais j'ai envie que tu fasses partie de l'aventure. Est-ce que tu te sens capable d'arbitrer? Parce que du coup, il y a un arbitre anglais, mais il faudra un arbitre français. Je dis oui, largement, parce que je l'avais déjà fait de Bien sûr. manière un peu comme ça, contextuelle. Et il me dit banco. Et voilà. Et c'est là que j'ai arbitré la première fois dans le grand bain. Je n'avais pas de stress. J'ai arbitré Bigfoot. Tu vois, à Grenoble. Ouais, je sais. On va en Bigfoot. parler. C'est prévu, c'est prévu. Et, C'est euh, et noté. du coup, voilà, j'ai arbitré Bigfoot face à Marcus, voilà. Et du coup, moi, franchement, j'étais à l'aise. Le monde m'impressionne pas. Étant donné que j'avais été déjà combattant, c'est pas le people qui va me faire stresser, le monde qui va me faire stresser. Le fait de rentrer dans une cage, ça m'excite plutôt qu'autre chose. Et donc, ça a commencé comme ça. Et, ouais. Comme ça a commencé comme ça, ensuite, j'arbitrais aussi. Il n'y avait pas vraiment de formation parce que rien ne se faisait en pancrace. Donc, il y a eu des compétitions de pancrace et il fallait bien un arbitre. Et comme j'étais le seul, en gros, qui avait déjà cette connaissance-là, j'ai arbitré en pancrace. Ensuite, avec la Fédé, j'aurais dit, ça serait bien de mettre en place des formations. J'ai mis en place les formations pour former des juges et des arbitres. Formation Mais à distance ou non, c'était en présence, c'était combien de temps? sur 2 jours, un samedi, dimanche. Donc Très rapide. j'ai fait des formations sur Bordeaux, de C'est que de la mémoire. théorie, je suppose. Il n'y a pas de mise en pratique du coup. Ouais, il y a pas de mise en pratique. Voilà, c'était de la théorie, tout ça, et des supports vidéo pour apprendre à juger. Voilà. Et puis après, c'était
pendant les événements, notamment de Hatch, ben, on essayait comme ça les arbitres sur les premiers combats. Et puis voilà, c'est comme ça que tout ça s'est passé. Mais le paradoxe qui était là, c'était que moi, on m'avait jamais donné de diplôme puisque c'était moi qui donnais le savoir. Personne ne m'avait donné un savoir. Ouais, Et tu avais l'expérience. ce qui a été rigolo, c'est qu'à un moment donné, j'avais formé plein de gens, mais ils avaient tous eu un diplôme qu'on appelle un BJAR, un brevet de juge arbitre régional, et un BJAN, brevet de juge arbitre national. Sauf que moi, j'en avais pas. J'avais pas de BJAR, j'avais pas de BJAN. Donc on a fini par m'en valider un. Mais c'était assez rigolo, enfin, parce que je faisais des formations, mais moi-même, j'avais pas eu de formation, vu que personne connaissait l'activité et la discipline. Donc du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et comme je te disais, en 2013, avec le Platinium que j'avais monté, j'avais plus le temps de m'en occuper. Et à côté de ça, j'avais laissé le bébé à d'autres personnes sur le pancras. Et j'avais pu j'appréciais plus la réglementation du pancras. C'est-à-dire que c'était un sport tridimensionnel. Et si sur cette tridimension, si on avait obtenu 2 dimensions, on gagnait obligatoirement le combat. Je m'explique. À l'époque, en pancras, imagine pendant 3 minutes, sur un round de 5 minutes, pendant 3 minutes 30, tu cartonnes le gars debout, tu lui mets une tête vraiment à 2 doigts à chaque fois de se faire arrêter, mais sur la minute 30 qui reste, il arrive à t'amener au sol et il arrive à te faire des tentatives de soumission, même si elles ne sont pas terribles, etc. Bah, du coup, toi qui as fait des dégâts dans 3 minutes 30, et l'adversaire qui a réussi à t'amener au sol et construire un jeu au sol, bah, du coup, il avait deux entités, le sol et la lutte, et toi, tu n'en avais qu'une, donc obligatoirement, il gagnait. Et ça, j'étais en contradiction avec ça. Donc, ça m'a aussi invité à arrêter de pratiquer la fonction de juge et arbitre au pancras parce que je ne m'y retrouvais plus du tout. Voilà. Donc maintenant, ouais. donc moi, j'ai pas eu de formation avant ça, si tu veux. Ce que je regrette parce que j'aurais aimé avoir une formation pour être meilleur, on va dire. Bon, moi, on va dire que je suis plutôt un homme de terrain et c'est le terrain qui m'a construit. Maintenant, oui, il y a des formations au sein de la Fédération française de MMA et il y a différents niveaux. Il y a 4 niveaux. Niveau 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et chaque niveau correspond à une fonction, à une tâche au sein d'un combat de MMA. Donc actuellement, il y a presque 60 ou 70 personnes qui sont N1 à travers toute la France. Les N1, c'était une formation à distance, juste théorique, qui leur permettait de faire des tâches qui n'ont pas d'incidence directe avec le combat. Un juge, il a une incidence directe avec le combat parce que s'il se trompe dans son jugement, il va faire perdre un combattant. Un arbitre, s'il arbitre mal, il a une incidence dans le combat. Mais tous les autres postes n'ont pas une incidence directe sur le combat. Et donc, c'est des postes qu'on appelle N1. Donc, ça veut dire que le pit, c'est celui qui ouvre la porte. Il n'y a pas d'incidence. L'inspecteur, celui qui est derrière les coachs, qui dit asseyez-vous, parlez pas, machin, etc. Et qui en amont vérifie la tenue des combattants. Lui, il n'a pas d'incidence. Le scorekeeper, c'est celui qui va récupérer les feuilles et qui va noter les scores sur la feuille générale. Le timekeeper, qui n'a pas d'incidence vraiment directe, sauf s'il est en train de dormir et que le round, au lieu de dure 5 minutes, il dure 10 minutes. Bon, là, il y aura un problème. Voilà, donc tous ces postes-là, c'est des postes N1, ils ont une formation. Pour passer N2, il faut être N1. Et pour passer N2, il va y avoir un appel à candidature. Dans l'idée, c'est quoi? C'est qu'on veut aussi des gens qui passent l'examen, mais qui officient aussi. C'est-à-dire que si c'est pour avoir un examen et ne jamais travailler, ça ne nous intéresse pas parce que la personne ne va pas progresser. Donc du coup, l'idée, c'est de faire un appel d'offres sur toutes les régions, de manière à avoir un certain nombre de N2 qui pourront cette fois-ci juger et arbitrer. Et donc, on veut que ce soit des gens qui soient investis. Et voilà. Et après, par rapport à un certain nombre de rounds effectués, non pas de combats, parce qu'il y a des combats qui peuvent se faire en 30 secondes, donc tu n'as pas appris grand-chose, mais c'est en nombre de rounds. Et bien, par rapport à un certain nombre de rounds, tu passes N2, tu passes N3 et tu passes N4.
Le niveau N4, c'est juge et arbitre international. C'est dès lors que tu as passé un diplôme reconnu par l'IMAF, la Fédération internationale, ou la ABC, notre grosse fédération qui est, elle, consacrée sur tout ce qui est réglementation internationale du MMA. Formation que Marc Godard a fait valider. C'est-à-dire que Marc Godard, quand tu fais la formation avec Marc Godard maintenant, tu as l'équivalence de ce que j'ai passé moi à l'époque avec l'IMAF, avec lui notamment, mais avec l'IMAF. Donc, du coup, les formations qu'il fait te permettent d'être juge et arbitre international. D'accord. Et toi, quel plaisir tu prends en fait à arbitrer? Quels sont les plaisirs d'un arbitre? Tu vois, toi qui as été combattant, aujourd'hui, c'est quoi tu vois, qui t'excite un peu quand tu vas arbitrer un combat? Alors, moi, c'est le plaisir d'arbitrer, de faire un bon combat et d'être un élément important pour que les deux combattants puissent s'engager avec un maximum de protection, parce qu'ils savent qu'il y a un arbitre, un bon arbitre qui va être là aussi pour les protéger et qui va pouvoir gérer chaque problématique. J'explique souvent, il n'y a pas de petits combats et de gros combats. Il y a un combat, c'est tout. Moi, je prends autant de plaisir, parfois même autant de plaisir sur des combats amateurs que sur un combat avec comme Greg MMA ou sur un combat à l'UFC les combats que j'ai pu arbitrer. Je prends autant de plaisir. Je prends même limite encore un peu plus de plaisir chez les amateurs parce que j'ai beaucoup d'empathie et j'aime enseigner, j'aime donner. Et donc sur les combats amateurs, tu peux discuter avec les athlètes même pendant le combat, à la minute de repos, ou même quand ils arrivent dans la cage. Tu peux leur dire, bon, voilà, je te sens un peu décontracté, respire, souffle un peu. Tu vois, tu peux avoir un petit mot qui va permettre d'améliorer peut-être la situation stressante que le combattant peut avoir. D'accord? Et puis, on est là pour leur apprendre des choses. Il y a encore beaucoup de gens, et notamment beaucoup de coachs, qui, lorsqu'ils emmènent des combattants, ils ne connaissent pas la réglementation. Et ça, c'est un peu embêtant. À chaque fois que je fais un briefing avant combat sur les compétitions amateurs, je chambre beaucoup les coachs parce qu'on a des coachs qui ne connaissent mais pas du tout la réglementation. Ça m'emmerde beaucoup parce que je trouve que là, c'est imprudent et c'est dangereux. Donc, quand un coach ne connaît pas la réglementation, je trouve ça vraiment très dangereux. Donc, du coup, combat amateur, bah, c'est un kiff parce que justement, tu vas avoir un peu une empreinte importante pour eux parce que le combat, peut-être, ça va déterminer une grande carrière ou pas. Et puis, à l'autre côté du spectre, bah, tu as les combats à UFC. Et là, c'est toute la machinerie mise en place de l'UFC. Je suis un fan de l'UFC. Quand tu vois Bruce Buffer, tu vois tous les athlètes, etc. Puis là, le jour, bah, tu es dans la cage, tu check Bruce Buffer, il te fait ça va, machin, il te parle en français, il te dit est-ce que je prononce bien ton nom bah, je dis oui, c'est bien, c'est comme ça, c'est cool. Bah, tout ça, quoi, mise en place, bah, c'est un kiff, c'est un super kiff. C'est un super kiff. Donc, du coup, moi, j'ai pas de stress par rapport au public. Toi, je te donne une anecdote. J'ai un bon ami qui est juge et arbitre à très, très haut niveau international, qui arbitre un peu en professionnel et qui arbitre beaucoup en amateur. Et on s'est vu à l'ARES dernièrement parce qu'il était juge-arbitre. Il était arbitre. Et je lui dis, bon, machin, tu seras à l'UFC parce que je me dis qu'il a largement le niveau pour aller à l'UFC. Et là, il me dit, non, non, tu sais, Loïc, franchement, moi, des événements comme l'ARES, il y a 2 000 à 3 000 personnes, ça me va. Mais dès qu'il y a plus de personnes, tu vois, là, il va y avoir 17 ou 20 000 personnes à l'Arena, l'O2 Arena. Non, moi, j'aime pas, quoi, il y a trop de monde. Oh, le mec, il me dit ça. Je fais, ah ouais, putain. Je dis, putain, pour moi, je le voyais vraiment, tu vois, aux limites au-dessus de moi. Et je vois que le gars, bah, lui, le monde, ça l'impressionne. Tu vois, c'est impressionnant. Mentalement, ouais, bien sûr. Ouais. J'en ai un Ouais, autre qui est juge arbitre aussi international. Et lui, il ne veut faire que de l'amateur. Tu vois, c'est des mecs qui ont, je sais pas moi, plus de 1000 combats derrière eux. Hein. Il ne veut faire que de l'amateur. Il ne veut pas faire de combat professionnel parce qu'il se dit non, c'est trop de risques, c'est trop de pression pour les professionnels parce que si tu te trompes, bah, tu peux gâcher la carrière du combattant, etc.
Mais moi, c'est pas quelque chose. Il n'y a rien qui m'impressionne, si tu veux. Moi, je veux faire un bon job. Je veux que les gars combattent dans les meilleures conditions et que la gestion du problème, parce qu'un arbitre ne gère que des problèmes. Et c'est savoir comment tu vas gérer les problèmes au mieux. Et ça, j'aime bien, moi. Et j'allais te demander justement, on n'apprécie pas le combat, j'imagine, en tant qu'arbitre et en tant que spectateur, du coup, Mm. toi qui pourtant est au plus près, non? Moi, pour te dire, des fois, je ne me rappelle pas si cette action-là, à la fin du combat, je ne sais plus si c'était au premier round, au deuxième round, au troisième round. Parce que tu es tout le temps sur l'action présente. Et tu ne peux pas te passer le film en Ouais, arrière bien pendant sûr, que tu es en ouais, tout action. à fait. Donc, c'est un peu comme un combattant. Quand tu poses la question à un combattant sur ces 5 minutes, Ouais. il va se rappeler peut-être de 10 actions. Et il ne va pas se rappeler de plein de choses. Bah, l'arbitre, c'est pareil que ça. Et au niveau des mouvements aussi, j'ai pu observer des fois que les arbitres, il y en a qui se tiennent près, il y en a qui se tiennent loin. Toi, j'ai l'impression que tu as une posture d'être très très loin de l'action. Alors, Est-ce que ça c'est voulu? C'est comment c'est travaillé? Est-ce que tu peux nous parler un peu des déplacements qu'ont les arbitres? Parce ouais, que moi, ça m'intéresse. ouais, ouais. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur des gros événements, je vais prendre l'UFC, la cage est grande. La cage est très grande. Et aussi, il ne faut pas oublier que c'est un événement qui est télévisé. Il y a des caméras. Si on voit tout le temps l'arbitre dans des champs de vision qui peuvent gêner la visibilité, La bah, c'est diffusion, ouais. chiant. Donc du coup, personne nous a dit ouais, mettez-vous loin, c'est pas ça. Mais c'est une question de réflexion, la réflexion D'accord. personnelle. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a des angles de caméra, que si tu es trop près, tu vas gêner. Donc tu as le temps et tu as l'espace de voir et de te mettre à une certaine distance. Voilà. Et Et après, tu te déploies comme ça. Et c'est là que dès que tu prends. Alors chacun a un style. Hein. Moi, je sais que j'ai un style un peu de combattant. Moi, j'ai été baigné sur les combats de Mike Tyson, de Marvin Hagler, etc. Et moi, j'ai toujours kiffé la classe des arbitres. Déjà, même si j'étais gamin, tu vois, j'étais pas destiné à ça. Mais quand j'étais gamin, je voyais les arbitres de boxe anglaise. Où les mecs, ils sont là, ils font des petits pas et tout. Ils sont là, limite, ils sont en train presque de boxer, tu vois. Et ils ont une attitude parce qu'ils vivent le combat. Et moi, comme je suis dans le MMA, là, arbitre de MMA, je fais pareil. Je vis le combat. Il y a des fois, je me dis, je sais que je fais des trucs avec ma tête en disant, mais pourquoi il a fait ça? Tu sais, je fais genre, ouais. mais c'est discret, je me reprends tout de suite. Tu vois, je me dis, mais putain, mais il est con, pourquoi il fait ça? Il aurait dû faire autre chose, tu vois. Ah, mais ça se Et voit, donc, même ta posture, hein. Moi, elle je m'a vis le choqué. combat, quoi. Ah ouais, je vis le Ouais, quand combat, je ouais. t'ai vu un peu sur l'hexagone, j'ai dit, ah, il a des postures un peu, même ta façon de regarder. Alors, je sais pas si, tu vois, j'ai trouvé ça différent de ce qu'on voit d'habitude. Et justement, ben là, on a vu ce week-end Justin Gaethje contre Dustin Poirier. Il y a Herb Dean qui a fait un plongeon. Ces choses-là, Il a tu vois, glissé, ouais, il a glissé, il a mais tu glissé, il vois, a est-ce glissé. que comment ça se passe? Parce que quand vous devez stopper le combat, quand il y a des phases de ground and pound, des choses comme ça, bon, quand il y a le ground and pound, je crois que vous êtes prêt quand même. Ouais, ouais, Mais bien je veux sûr. dire, quand il y a par exemple, des high kicks, tout ça, et que ça va au sol et qu'il y a un ground and pound, là, vous devez carrément faire un sprint. Je veux dire, en fait, il y a une prépa Ah ouais, physique un ouais. peu à faire. Vous Ouais, devez ouais. être. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Non, non, il y a des fois, ouais, faut pas te faire un claquage, hein, parce que des fois, tu pars de zéro, bam, t'accélères comme un ouf, quoi. Tu fais un départ arrêté. Là, pour le coup de Herb Dean, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vois, il a glissé sur la canette Monster, là, tu vois, parce que du Ouais. coup, il y a une forme de peinture, tu vois. Donc, c'est pas pareil que la toile qui est juste avant, et il a fait un appui sur le truc, et du coup, ça l'a fait glisser. Et c'est pas jeté comme ça volontairement, tu vois. Mais oui, il y a des fois, moi je me rappelle sur le premier UFC l'année dernière, en septembre 2022, où bah, le combat il commence, le combat a duré 17 secondes. J'ai fait deux combats. J'ai fait le premier combat prélim et j'ai fait le premier combat main card. Et c'est une vidéo où tu as un mec qui se prend un front kick en pleine tête et après il se fait enchaîner au sol. Mais tu vois, le combat il commence, je fais prêt, machin. Ça se regarde, ça fait une demi-action, etc. Puis d'un seul coup, le mec, il lance un high kick, l'autre, il part, et là, bon, je speed et tout. Et là, j'interviens parce qu'il commence à s'en prendre plein la tête, etc. Et puis, il était ouvert
En 2 secondes, il était ouvert partout au niveau de la bouche. Et, euh, et du coup, oui, c'est ce côté-là où tu dois être toujours prêt, toujours vigilant, etc. Donc avoir une bonne condition physique. Mais c'est vrai que des fois, il faut que tu plonges parce que le gars, il est KO et moins il va prendre de coups, bah, mieux ça sera pour sa santé, quoi. Donc il faut que tu interviennes. Si tu peux glisser ta main au même moment où il donne un coup de poing, bah, tant mieux, quoi. Tu vois. Il faut vraiment réagir de manière à ce qu'une fois qu'il est hors combat, il ne puisse plus prendre de coups. Ça, c'est important. Et quand c'est des combattants poids lourds, il n'y a pas un peu, tu vois, cette préhension de prendre un mauvais coup parce que je crois qu'il y a des arbitres, j'ai pas le souvenir, mais c'est obligé qu'il y en a eu qui ont pris des mauvais coups sur des phases de Grand Pound. Là, ce qui me vient en tête, tu vois, c'est quand je vois Cyril Gane, Francis Ngannou face à Stipe Miocic. Je me rappelle plus c'était lequel d'arbitre, mais la phase de Grand Pound pour aller sauter sur Francis Ngannou et le stopper. Est-ce Tu qu'il y a, penses pas? tu penses Tu pas, penses ouais? pas? Non, tu penses Toi, pas. ça te fait pas peur ces choses-là, par exemple? Je veux dire, tu vois Non, pas de différence non, entre les catégories de poids ou non, non, du tout. pas du tout? Ok. Tu vois, là, à l'UFC, j'ai fait un combat de poids lourd. Non, c'est pas. Non, non, c'est pas. Tu vois, j'ai un de mes amis qui est un de mes élèves depuis longtemps et qui est maintenant professeur chez moi depuis longtemps aussi, Patricio Carlos, qui est un excellent arbitre. Et tu vois, il fait, je sais pas, je vais pas dire sa taille, mais il est tout petit et bon, il est costaud parce il a pris un peu de poids, mais il est il est tout petit. Et on l'a mis, je sais pas, un nombre de fois incalculable sur des combats poids lourds, il n'y a aucun problème. Après, un arbitre, c'est ton charisme qui va faire que tu vas te faire respecter ou pas. Toi, et ce qu'il faut voir, et c'est pour ça aussi que souvent, on me dit, ouais, comment on veut faire comme toi, comment on peut faire pour devenir arbitre, etc. Donc, oui, il y a une formation. Mais après, il y a savoir si tu arrives à t'imposer déjà physiquement, de par ton attitude, si tu vas t'imposer face à des combattants. Les combattants, ils sont extrêmement sensibles. Sensibles dans le sens où ils vont avoir euh, ce côté animal où ils vont sentir une faiblesse quelque part, partout, que ça soit sur le combattant en face, mais que ça soit aussi sur l'arbitre. Et donc, s'ils sentent que l'arbitre peut avoir une faille, tu peux être sûr qu'ils vont plonger dedans et ils vont te retourner la tête, etc., etc. S'ils sentent que l'arbitre il est posé sur ses pieds, qu'il n'a pas de problème, etc., ils joueront jamais avec toi. Donc il y a les formations, il y a à savoir comment tu vas pouvoir gérer ton attitude pendant un combat face à des gars qui ont vraiment une sensibilité extrême et qui sont vraiment là vraiment pour en découdre et qui veulent vraiment écraser le mec qui est en face, quoi. Et j'allais dire, moi, en tant que fan de MMA, quand je regarde un combat, ben, je me fie uniquement aux combattants la plupart du temps. Toi, j'imagine que du coup, tu as, l'œil aussi sur l'arbitrage, sur l'arbitre. Enfin, Moi, ouais, j'ai l'œil sur le combat parce que voilà, je reste sur bien sûr. je regarde les petits trucs, les machins, il y a des fois des trucs intéressants, mais je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup l'arbitre. Même quand il y a un nouvel arbitre à l'UFC, parce que là, l'UFC teste pas mal d'arbitres. Voilà. Là, j'ai vu sur le dernier UFC, là, 291, il y avait un nouvel arbitre qui était là. D'ailleurs, il a géré quelque chose, j'ai trouvé un peu moyen. Mais bah oui, on regarde. Après, ce qu'il faut voir aussi, ce qui est rigolo, c'est que là, actuellement, le fait d'être arbitre à l'UFC, je suis passé dans la ligue majeure au niveau des arbitres. C'est-à-dire que les arbitres bons à travers le monde, il y en a plein. Il y en a plein. Mais après, ça va se jouer sur des petits détails. Et c'est sur ces détails-là que tu vas faire la différence. Quand je te disais tout à l'heure que j'avais un de mes potes là qui me disait non, là il y a trop de monde, bah tu vois, lui, il se sent pas prêt pour être arbitre à l'UFC. Toi, L'autre, il me c'était un dit objectif? ah ouais, ouais, moi c'est un Quand objectif. tu as commencé à faire arbitre, tu as dit, moi, je veux aller dans la cage de Ah, l'UFC, ah un ouais, peu ouais, comme un combattant, tu vois, qui. ah ouais, ouais, ouais. Et au niveau Euh, du traitement des arbitres, est-ce qu'il y a une différence, par exemple, quand tu vas combattre à l'Hexagone ou sur Ares ou à l'UFC? Est-ce qu'il y a une différence, tu vois, dans dans, quoi? dans le traitement? Je sais pas, peut-être Non. Non, niveau, non, niveau n'importe. salaire, niveau tout, en fait. Est-ce Ah, que niveau le salaire, fait, bah écoute, tu vois, c'est très simple. C'est très simple. Là, à l'UFC, que j'ai fait à Londres, je sais pas du tout combien je vais te payer. J'ai rempli des tonnes de papiers, mais j'en sais rien. Et je vais être payé dans 60 jours.
Parce que ça, c'est la question aussi que je suis obligé de te poser et que tout le monde a envie de savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, être arbitre de MMA, c'est bien payé et on peut en vivre? Est-ce que tu conseillerais ça aux nouvelles générations? Alors là, actuellement, bah, c'est un peu comme un combattant. C'est exactement ça. Là, c'est très clair. Quand tu es arbitre en France, avec la Fédération française de MMA, ta prestation, parce que c'est une prestation, tu es payé 200 euros sur un événement régional. Dès lors que l'événement a une notion nationale, européenne et ensuite internationale, il y a un coefficient majorateur. D'accord? L'Hexagone MMA, c'est une organisation, même s'ils ont fait des événements à l'étranger, en France, ils ont un coefficient de 1,5. C'est-à-dire que 200 euros multiplié par 1,5, ça fait 300 euros. Donc, j'ai gagné 300 euros sur l'Hexagone MMA. D'accord? Si ensuite l'Hexagone MMA passe à une dimension supplémentaire, et ils seront à un coefficient qui sera de 3 ou 4, je ne sais plus. Je n'ai plus en tête tous les coefficients. Sur l'UFC, quand j'ai arbitré à l'UFC, l'UFC a un coefficient multiplicateur de 5. Donc, quand j'ai arbitré à l'UFC, j'étais à 200 euros x 5, donc j'ai gagné 1000 euros. En sachant qu'à l'UFC, tu es payé de base, enfin, normalement, quand tu es arbitre à l'UFC, comme là je suis, donc c'est pour ça que je ne sais pas combien je vais être payé exactement, mais tu es payé en fonction du combat que tu arbitres sur la carte. Si tu arbitres un combat prélim, au niveau de début prélim, tu vas être payé à un certain prix. Je ne sais pas, je ne vais pas te dire les prix, je ne les connais pas. Ouais. Si tu fais le dernier combat prélim, tu seras payé un peu plus. Si tu fais un combat main card, tu vas être payé un peu plus. Et si tu vas jusqu'à une ceinture, tu vas être payé beaucoup plus. Comme les combattants, quoi. Comme les combattants. Après, c'est assez simple. Hein. Vous regardez sur Internet, hein, ceux qui veulent regarder, il y a la bourse, Herb Dean. Je crois que Herb Dean, alors, il fait plein d'arbitrages, hein, attention, il arbitre l'UFC, ils font plein de trucs aussi à côté, les mecs. Hein. Il a touché, je crois, presque 500 000 $ par an à arbitrer. Voilà. C'est beaucoup d'argent, quand même. Ah, puis l'UFC organise tous les week-ends. Donc, d'ailleurs, c'est une question que je me pose. Pourquoi ils ne prennent pas qu'un arbitre pour faire tous les combats, tu vois, pour faire toute la soirée? Ou peut-être 2 ou 3? Non, c'est compliqué. C'est beaucoup de pression. Hein. C'est beaucoup d'engagement. Il faut que tu sois vigilant. Vous tournez d'ailleurs pendant ce temps-là. Il me semble que toi, on te voit, tu es en train de vérifier, je ne sais pas le nom de ce poste, de vérifier le PIT. Ouais, le PIT. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me faire l'honneur de nous expliquer le PIT exactement, chronologiquement? Qu'est-ce qu'on vérifie? Alors, avant le PIT, tu as l'inspecteur. Ce qu'il faut savoir pour le public, là, c'est que les combattants, juste avant de marcher pour aller jusque dans la cage, il y a un inspecteur qui fait un petit rappel de choses simples pour les coachs et pour les combattants. C'est-à-dire qu'il vérifie, est-ce que tu as bien ton protège-dents, est-ce que tu as bien ta coquille, parce que ça peut arriver encore, les mecs, ils n'ont pas leur coquille, avec le stress. Tu as bien ton protège-dents, tu as bien ta coquille, les gants, ils sont bien mis, les blablabla, tu vois, il fait un check comme ça, etc. D'accord? Et souvent, il peut dire aussi, on a eu le problème sur l'Hexagone à Orange, où il y avait un gars, il perd son protège-dents. Donc, c'est pour ça que je te dirai ce que je fais moi en tant que PIT. Mais il faut que tu puisses être sûr que le protège-dents que la tête il tient bien dans sa bouche. Et c'est pour ça qu'on leur demande d'ouvrir la bouche. Bref. Et donc, du coup, tu as l'inspecteur. Ensuite, l'inspecteur, il accompagne le combattant, voilà, devant le cutman. Avant ça, ils demandent au coach de faire le câlin. Donc, pour ça, tu les vois, ils font ça. Donc, ils font le petit câlin au coach. Voilà. Ils mettent le protège-dents, la bouteille d'eau. Et à ce moment-là donné, les coachs n'ont plus le droit de toucher le combattant. C'est interdit. Ils ne le touchent plus. Ils vont s'asseoir. Coin bleu ou coin rouge. Ensuite, tu as le cutman. Et le cutman, il met de la vaseline ici, ici et là. Et moi, je dois vérifier déjà si en amont, la dernière fois, j'avais un peu enguirlandé la bonne école. Sur le premier combat d'un jeune, là, il est arrivé, il avait de la vaseline comme ça partout. Et ils le savent, c'est strictement interdit. Tu n'as pas le droit de mettre de produits gras ou de produits chauffants sur un des combattants. Il doit arriver entièrement sec ou transpirant parce qu'il a sué, c'est tout.
Mais tu ne dois pas mettre de produits gras. Et ils le savent parce que la bonne école, ils combattent partout, ils combattent au Brave, ils combattent partout, tu vois. Donc, ils tentent des trucs. Donc, je les ai un peu enguirlandais. J'ai fait, vous le savez, ça, c'est interdit, ça. Ah, ouais, 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 ouais. Donc, moi, j'essuie. Donc, j'ai essuyé. J'ai vérifié, il avait des cheveux longs, le gamin. Donc, du coup, j'ai scotché ses cheveux pour éviter que ça parte. Et après, il est passé dans les mains du cutman. Une fois qu'il est passé dans les mains du cutman, je refais encore un check. Tu vois, c'est double check. On check, on check, on check. Et là, donc, je vérifie si dans ses cheveux, il n'a pas de produits gras, parce que ça peut arriver, notamment, tu sais, les mecs, ils se mettent des. Moi, j'ai plus de cheveux, donc je suis assez tranquille, mais ils font des belles coupes de cheveux, ils mettent du pento, des choses comme ça, donc c'est gras. Avec la transpiration, ça va glisser. Donc, du coup, on regarde s'il y a des choses, on essuie. On regarde s'il y a la nuque, il n'a pas de produits gras. On regarde sur les oreilles s'il n'a pas de produits gras. Parce que tu sais, à l'époque, tu mettais du gras partout, tu te fais prendre en guillotine, ta tête, elle glisse, quoi. D'accord? Donc, on enlève s'il y a des surplus. Ensuite, on touche les bras, les aisselles, le corps, c'est pour sentir s'il n'y a pas eu un produit chauffant. S'il y a un D'accord. produit chauffant, là, on peut engueuler le coach, on peut même lui mettre, avant même que le mec il combatte, on peut lui mettre déjà un point négatif. On va lui mettre un point négatif. Donc, tu vois, c'est hyper important. On check, on regarde ensuite s'il n'y a pas de bandage qui serait mal fait, on regarde si les ongles ils sont bien coupés, etc. Voilà. Après, on redescend, on touche pareil la ceinture pour voir s'il n'y a pas de produits gras ou chauffants. On regarde s'il y a une coquille, et après, on regarde sur le reste du corps des jambes s'il n'y a pas de produits gras et de produits chauffants. Voilà. Et après, on leur demande s'ils ont le protège-dents, donc ils ouvrent la bouche, ils font ça comme ça, et après, je leur demande, moi, d'ouvrir la bouche. Ah, faut pas que le protège-dents tombe. Parce que là, c'est encore un problème, les coachs ne vérifient pas si le protège-dents il est correct à leur combattant. Un protège-dents, il doit tenir tout seul. Ce n'est pas toi qui dois le faire tenir. Il doit tenir tout seul. Donc, si le protège-dents il tombe, c'est là où moi, je peux dire au coach, attention, coach, le protège-dents, il ne tient pas. Ça veut dire que dans le combat, s'il tombe plus de 3 fois, on peut le disqualifier. Vous êtes au courant. Ah, d'accord, blablabla. Voilà. Donc déjà, le gars, il va commencer, combat pro, il n'a pas un bon matériel, il va être comme ça, stressé. Mais ce n'est pas mon problème, c'est le problème du coach. C'est à lui de vérifier ça. Et après, on lui dit, c'est bon, vous pouvez aller dans la cage. Voilà le rôle du pit. Super. Et aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a une différence entre certains arbitres. Tu sais, ils vont laisser un peu plus le combat, ils vont laisser passer plus de choses, tu vois. Il n'y a pas vraiment, vu que forcément, vous n'avez pas la même manière d'arbitrer, il y en a qui vont être, j'ai pas envie d'employer le mot un peu plus laxiste, mais on sait qu'ils vont moins arrêter. Et j'ai envie de reprendre le combat de Benoît Saint-Denis face à Élisée, tu vois. J'imagine, tu vois ce combat. L'arbitre, Ouais, d'ailleurs, ouais. je crois qu'il a été viré de l'UFC hein, Ouais, après ouais, le combat. il devait faire plusieurs combats dans la soirée, et il a fait que ce combat-là. Et toi, toi, comment tu juges tu vois, pour pas en arriver là, il faut quand même laisser du spectacle parce que il y a aussi l'arbitre qui arrête trop tôt et ça, on n'aime pas. Hmm. Comment tu arrives à avoir un juste équilibre entre les deux, tu Alors, vois? l'avantage que j'ai, c'est que déjà, je suis pas tout jeune, j'ai 50 ans. Et du coup, ça fait 25 ans que je vois des combats de MMA, que j'entraîne, machin. Et toute cette expérience-là, elle me sert énormément sur l'arbitrage. Et je veux dire, mon expérience, au jour d'aujourd'hui, personne ne peut l'avoir en tant qu'arbitre, notamment en France, même à l'étranger. Et du coup, tout ça, ça m'a enrichi pour justement avoir l'anticipation. J'arrive à anticiper. Je vois où est le mec il veut en venir, comment il va gérer, comment il va frapper, si ce coup-là est vraiment dur ou dangereux, etc., etc. Après, il ne faut pas oublier un truc, c'est que sur certaines actions, nous, on est à 50 centimètres des combattants. Il y a des choses que même une caméra, vous ne pourrez pas la voir. C'est-à-dire que un flash dans les yeux, c'est-à-dire que le gars, il a pris un coup, il a ses yeux qui se sont restés figés une fraction de seconde, etc. Et c'est parce qu'il reprend un deuxième coup que ses yeux, hop, le mec, il revient un peu à lui. Aucune caméra au monde peut le voir. On ne peut pas le voir. Et donc, du coup, des fois, ça gueule parce que des fois, tu vois que le mec, il a perdu connaissance. Donc, ça veut dire qu'il a une commotion cérébrale. Pas quelque chose d'anodin quand même. Et que la suite des coups l'a fait un peu réveiller. C'est un peu comme on parle de l'ascenseur, tu sais, en boxe. Tu prends un coup, tu tombes, mais tu te relèves. C'est un peu pareil. Et il n'y a que nous qui pouvons le voir. Et donc, du coup, des fois, il peut paraître qu'on a arrêté un combat trop tôt, mais parce que nous, on a vu dans les yeux et dans l'attitude que le gars était tombé KO. Et donc, on est là pour le protéger. Voilà. Après, tu as
pour certains arbitres, peut-être un manque d'expérience, de compétition, de combat, etc., de lecture du jeu qui fait que c'est comme tout. Tu as des bons arbitres et tu as des arbitres qui sont en devenir. Et donc, du coup, il leur faut encore un peu plus d'expérience, un peu plus de combat pour devenir encore meilleurs. Mais D'accord. l'important, c'est vraiment la sécurité des combattants. Bien sûr, l'intégrité, ouais. Et du coup, on t'a vu à l'UFC London. Donc là, c'était le premier UFC? Non, le deuxième. Le deuxième, c'était le deuxième. J'ai Le fait, premier, j'ai été c'était. le. Tiens, prends ça dans la gueule. J'ai été le premier arbitre français à l'UFC, toute UFC confondue, et c'était Ouais. à l'UFC Paris, sur le premier UFC Paris. Donc, premier arbitre français à l'UFC, sur le premier UFC à Paris. D'accord, l'UFC Paris. Bah écoute, il y avait tellement d'ambiance que tu vois, je t'ai même pas vu. Je t'ai même pas vu. Et il y avait d'autres arbitres. Il y avait quel autre Euh, arbitre? il y avait Marc Goddard en tête d'affiche, Jason Herzog, voilà, et il y avait Rich Mitchell qu'on voit parfois à l'arrêt. Quand Marc Goddard il peut pas être là, soit c'est Rich Mitchell, soit c'est Derek Hickney qui est là. Voilà. Et là c'était Rich Mitchell. Et il Et y avait moi. aussi, il me semble, il y avait aussi Yves Lavigne. Je t'en avais parlé quand on s'était croisé à Yves Grenoble. Lavigne, Yves Lavigne, c'est un Québécois et qui arbitre plus à l'UFC depuis 7-8 ans. Et des fois, tu regardes un peu. Enfin, j'imagine, t'as dû voir un peu les arbitres à l'époque. Je crois qu'il y avait un. Je sais pas si c'est un Chinois ou un Japonais. Ouais, Yamazaki. Masaki, Ouais. alors faut pas confondre, il y a les Yamakasi et c'est Yamazaki, qui est un très bon prof de jiu-jitsu brésilien. Voilà, lui c'était un ancien, Marc Carty, hein, qui est la figure emblématique de tous les UFC. Lavigne, justement, Yves Lavigne. Et il faut pas oublier, parce que trop souvent les gens l'oublient, parce qu'on parle de moi, parce que UFC, etc. Mais il y a un excellent arbitre français que plein de gens voient, mais personne ne sait limite que c'est un Français. C'est Olivier Coste. Tu te parle? Non, pas du tout. Putain, tu connais le One FC? Oui, oui, oui. Un petit peu, mais Voilà. je regarde pas trop. Pas trop. Mais tu as déjà vu qu'il y avait un arbitre qui était rasé, crâne rasé. Ouais, ça me parle. Et ben c'est Olivier Coste. Il vit du côté d'Albi. D'accord. Voilà. Donc c'est un Français, je le salue, hein, je pourrais le dire. C'est un super gars et lui, il arbitre au One FC depuis. Et lui, c'est ce qu'il me disait, c'est que lui, il est carrément salarié du One FC. Salarié en tant qu'arbitre du One FC. Et donc, il y a le One FC, il y en a tous les 15 jours. Et lui, il est capable d'arbitrer, parce qu'il est issu de la boxe thaï, il est capable d'arbitrer de la boxe thaï, du K1, du MMA, etc. Et c'est un Français. Et tu vois, il arbitre des combats extraordinaires, quoi. Et j'imagine que tu as dû prendre plaisir aussi à arbitrer des légendes. Justement, on parlait de Bigfoot. Tu as fait son premier combat, je crois, et tu as fait son Ouais. dernier. En réalité, j'ai fait son deuxième combat de MMA, il y a 20 ans de ça. Ok. Voilà. Et quand j'ai été le voir pour le briefing avant le combat et tout, je lui dis, ah, ça va, tu te rappelles de moi? Il me dit, oh, non. Il Je y dis, en a vu tellement. ouais. Je dis, tu te rappelles un combat en Angleterre, ton deuxième combat en Angleterre face à un Black et tout? Il me dit, ah ouais. Il me dit, c'était moi qui arbitrais. Il me fait, non, oh là là, et tout. Il m'a pris en photo et tout, il a déliré et tout ça. Donc c'était super génial, t'imagines? Il y en a d'autres Pareil, des il y a événements 20 comme ans. ça marquants? Euh, là, Greg Greg MMA, MMA, ouais. Greg MMA, Greg, on s'est entraîné ensemble. Je veux dire, il a combattu au Pride. Voilà, on s'est bagarré ensemble dans le sens où voilà, on se foutait sur la gueule et tout ça. C'était génial. Voilà, c'était à l'époque, tu vois, on s'entraînait un peu tous ensemble, les Parisiens. C'était cool. Et donc, il a combattu au M1. Moi, j'ai combattu au M1 à l'époque. Et Greg, il a peut-être pas fait beaucoup de combats, mais il s'est tapé que des mecs super forts, quoi. Et là, justement, qu'est-ce que tu as pensé du combat? Le combat en lui-même, c'est ce que j'avais fait un post. C'est pas la performance qu'il faut regarder, mais c'est la mise en, pas la mise en danger, mais se dire, allez, vas-y, maintenant je suis une personnalité publique, je fais des posts sur YouTube, voilà, donc tout le monde peut m'attendre au tournant. Et donc c'est ce défi surtout qui était La plutôt prise de risque, quoi.
la prise de risque. Et moi, je le connais depuis longtemps, Greg, et c'est quelqu'un qui est sérieux, mais qui se prend pas au sérieux. Donc, du coup, OK, il est sur YouTube, il est vu par des centaines de milliers de personnes, mais ben, voilà, il a pris le risque de se dire, bah voilà, si tout ça, je le pète parce que je perds et je me prends un KO, bah OK, mais j'y vais quand même, quoi. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui me plaît. Et puis, voilà, le fait de l'arbitrer, bah, c'est comme je disais, on a encore parlé ensemble, ne serait-ce que tout à l'heure. Ça fait remonter plein de souvenirs super géniaux, quoi. Et donc là, tu seras à l'UFC Paris le 2 septembre? Là, j'ai un gros programme au mois de septembre. Ouais. 2 septembre, UFC. Ensuite, peut-être que je vais être sur l'Hexagone de Nantes. Ensuite, il y avait prévu les championnats amateurs, les championnats d'Europe amateurs en Italie, mais apparemment, ils sont reportés. Ça, c'était aux alentours du 10 septembre, parce que je suis arbitre aussi à l'IMAF, Europe et Monde. Donc ça, c'est reporté. Mais le 16 septembre, je pars au KSW. Donc, je suis arbitre au KSW aussi, pas tout le temps, mais je pense que je vais y être de plus en plus souvent. La dernière fois, j'ai fait le KSW, c'était au mois de mai. J'étais content. On est trois arbitres. Il n'y avait pas beaucoup de combats. C'était comme un peu un Apex. Tu sais, c'était vraiment une toute petite salle. C'était juste avant le 3 juin où ils ont fait leur truc devant 60 000 personnes, tu vois. Mais tous les mois, maintenant, ils font des événements. Et du coup, ce que j'ai kiffé, c'est qu'on était trois arbitres, deux Polonais et moi. Les Polonais, ils ont fait 2 combats et moi, j'ai fait 3 combats. Donc, tu vois, c'est cool. Donc ça, le 16 septembre, j'ai le KSW. Et puis, le truc qui est top aussi, c'est qu'il y a le PFL. Voilà. Et le PFL, c'est le 30 septembre et je serai au PFL aussi. En main event, du coup, pour arbitrer le combat de Cédric Non, Doumbé? non, non, je ne serai pas en main event. Le main event, je pense que ça sera Marc Godard. Non, non, non. Pour l'instant, bah, ce qu'il faut voir, c'est que si tu veux, il y a quand même une hiérarchie dans les arbitres. On va dire que moi, maintenant, sur l'international, je suis quand même un junior, si tu veux. Tu vois, on va dire que je suis un senior ici en France, mais je suis un junior à l'international. Donc, avant de faire un co-main event ou un main event type à l'UFC, il va s'en passer peut-être quelques années quand même. Mais je ne désespère pas. Déjà, mon prochain objectif aussi, c'est de pouvoir arbitrer aux États-Unis. Ça va être cool. Voilà. Et là, justement, j'ai pu voir que tu avais relayé une formation de Marc Godard, Ouais, justement. ouais, bah oui, parce que beaucoup de gens me demandent comment on fait pour être arbitre, etc. Donc, dès que moi j'ai l'information de Marc, bah, je la transmets immédiatement. Alors, après, faut pas se leurrer. Alors bon, c'est tout à tes frais, hein. Tu payes ton billet d'avion, tu payes ton hôtel, tu payes ta formation. Elle a un coût, je ne sais pas combien ça peut coûter. Et tout est en anglais. Donc le gars qui Ouais. ne comprend rien en anglais, c'est pas la peine qu'il aille dépenser ses sous, hein. Faut quand même. Après, c'est un anglais sportif, tu vois, mais il faut quand même savoir parler un peu anglais. Ensuite, bah, si tu as déjà un acquis d'arbitrage dans une activité de sport de combat, bah, voilà, c'est bien. Le gars qui veut faire cette formation-là, mais qui n'a jamais arbitré de sa vie, ça va être tendu, hein. Parce que c'est pas parce que tu fais la formation que tu as le diplôme derrière. Lorsque Marc Godard il est venu faire notre formation en France, j'étais le seul, sur la dizaine de gars qui étaient présents, j'étais le seul qui a eu arbitrage et jugement. Et il y en a qui ont eu que l'arbitrage, il y en a qui ont eu que le jugement, et il y en a qui n'ont rien eu. Donc, tu vois, c'est pas parce que tu payes que tu as. Et tu payes, tu apprends, et à la fin, tu as des examens. Donc, tu dois arbitrer sur certains combats. Alors, il y a des gars qui sont là, tu sais, des combattants, hein. Ils font un faux combat. Et Marc leur dit, j'en sais rien, il leur dit, bah voilà, tu vas faire tel truc, tu vas mettre un coup de pied dans les couilles, tu vas mordre ton adversaire, tu vas faire un truc, et puis il veut voir comment un arbitre va gérer les problèmes. Voilà. Et puis des combats à juger, tu as un combat à juger, et puis après, tu as un QCM à faire, avec je ne sais plus combien de questions dedans. Et toi, donc, tu peux faire juge aussi? Ouais, je peux faire juge. Moi, je Et, suis level 3, c'est 3 le niveau. Je suis level 3 en international. et ça, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de juges qui ont été combattants ou qui connaissent rien. Tu sais, c'est un peu, des fois, quand on voit des décisions des juges, on dit, ah, mais les juges, ils y connaissent rien.
Est-ce que c'est réellement le cas Alors, ou quand même ils ont un pied dedans, tu vois? alors avant toute chose, ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, souvent, c'est ceux qui n'ont pas du tout lu le règlement sportif. Avant de dire à quelqu'un, bah, tu n'y connais rien, est-ce que toi-même, tu as pu lire le règlement? Moi, j'ai déjà vu des podcasts où le gars critiquait des jugements, etc., mais qu'au final, il ne connaissait pas la réglementation. Parce que la Donc, réglementation, elle a changé. non, la réglementation, c'est Avant, toujours. avant, je crois que tu vois, par exemple, quand on voyait le style de Khabib, qui a ramené au sol, tout ça, ça a changé. Maintenant, c'est plus l'agressivité, les frappes, Alors là, contrairement, tu vois, les amener au non, non, sol. non, non, non. Non? T'as- Putain, quand je vais te voir, je vais te mettre des taquets derrière la tête. Non, tu n'as pas lu la réglementation. Donc, les dommages, que ça soit, alors, il y a trois, si je te fais un truc succinct, sinon après, ça va être trop long, mais si tu veux, tu as trois critères de jugement. Le premier des critères, c'est euh, le striking et le grappling effectif. Et ou le grappling effectif. C'est-à-dire effectif, c'est-à-dire qu'il y a des dommages immédiats. Je prends un exemple. Euh, on est tous les deux. Tu me mets 10 jabs. Okay, je te mets une droite et tu fais 2 pas en arrière. Bah, tes 10 jabs n'ont jamais été comptés. Par contre, ma droite, elle a compté. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'efficience, l'efficacité du coup. D'accord. On ne se base pas sur la couleur, un hématome, une couleur rouge sur une peau. Tu vois, Georges Saint-Pierre, il a une peau, à peine tu le tapes, il a une trace rouge. Tu vois. Par contre, sur quelqu'un qui a un type black africain, tu ne verras pas de bleu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas se fier sur la couleur du coup. On ne peut pas se fier non plus sur le bruit. Si tu as pratiqué un peu de pied-point, tu donnes un low kick avec le plat du pied, ça va faire un gros clac. Tu donnes un low kick avec un tibia, ça ne va pas faire de clac, ça va faire un boom. Par contre, le bruit n'est pas représentatif de la douleur. D'accord. Donc, d'abord, c'est le critère numéro un, striking effectif et ou grappling effectif. Le grappling effectif, c'est qu'il faut vraiment avoir une mise en danger au sol. Alors, vraiment une tentative de soumission qui était à 2 doigts de passer, etc. D'accord. Parce que c'est des professionnels, donc ils sont capables de sortir. C'est pas l'arbitre qui va arrêter la soumission. Amateur, oui, pas chez les pros. Donc, ça, c'est vraiment la mise en danger. S'il n'y a pas eu assez de mise en danger sur le critère numéro un, on va passer sur le critère numéro 2, qui est l'agressivité. Qui a cherché à attaquer le plus souvent? Qui a cherché à vouloir finir le combat? Qui a développé une stratégie qui amène à attaquer, à être offensif plutôt que défensif? Ça, c'est l'agressivité. D'accord? Si on a le critère numéro 1, on ne va pas du tout regarder l'agressivité, critère numéro 2, et on ne va pas du tout regarder ce qu'on appelle le critère numéro 3, qui est le cash control. Si on a assez du critère numéro 1, on ne regarde pas le reste. Et ça, des fois, les gens se disent, ouais, mais regarde, il a eu du cash control, il a. Non, mais est-ce qu'il a été agressif? Est-ce qu'il a été percutant? Oui, ça me suffit. Je ne vais pas regarder le reste. D'accord? S'il n'a pas été percutant, je vais regarder le critère numéro 2. Mais si dans le critère numéro 2, j'ai ce qu'il faut, je ne regarde pas le critère numéro 3. Et là, pour le coup, si je n'ai pas de critère numéro 1, pas de critère numéro 2, on va regarder ce qu'on appelle le cage control. Le cage control, c'est pas que le mec est dans la cage et qui pousse le gars dans le grillage, tu vois. Le cage control, ça va être le cadrage. C'est comment je me déplace dans la cage, comment j'arrive à bloquer l'adversaire éventuellement dans un cage control cette fois-ci, mais avec un travail efficient. C'est-à-dire, est-ce que je fais des tentatives d'amener au sol? Est-ce que je frappe? Tout ça, c'est le cage control. Mais si je suis dans la cage et que c'est l'autre qui me donne des coups, je n'ai pas le cache contrôle. On est bien d'accord. C'est vraiment le côté cadrage. Et une fois que tu as tout ça, bah, tu as tes 19, 18, etc. Voilà. Là, tu peux faire ton comptage de points. Là, je t'ai Super. fait une petite formation. Ouais, ben merci pour la formation et je pense que les auditeurs apprécieront aussi la formation sur l'arbitrage. Loïc, Oui, ton meilleur souvenir dans le MMA, que ce soit en tant qu'arbitre, en tant que combattant, toi, c'est lequel si tu devais en retenir qu'un? Ouah, c'est trop dur. Tu te rends compte, mec, j'ai plus de 20 ans de trucs, 25 ans. Ah non, 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 parce que en tant que. Franchement, je peux pas te dire. Allez,
Oui, je vais te dire quand même, malgré tout aussi. Bah, la première fois que j'ai arbitré à l'UFC, donc le 2 septembre 2022, où là, j'y suis, je rentre dans la cage. C'était euh, sur Bru- quel combat? je suis sur le premier combat, Les le deux combat femmes? féminin, les deux Ok. filles. Et, euh, et là, je regarde le tapis, tu vois, j'ai mes pieds sur le tapis, je vois Monster, je vois UFC, etc. Et là, je me dis, il faut que je regarde le public, quoi. Je vais pas rester dans mon truc et tout, il faut que je kiffe, quoi. Il faut que je regarde le public. Et là, c'était encore un peu noir. Et là, je regarde, putain, et je vois Bercy, mais noir de monde. Tant gamin, j'ai bossé en nuit, j'ai fait en boîte de nuit, tout ça. J'ai fait les fosses sur les concerts et tout ça. Mm. Et là, pour le coup, vraiment, je vois le nombre de personnes et je tourne ma tête comme ça, je regarde, et puis tu sais, je vois les bandeaux UFC, machin, Ouais, c'est vrai que c'est je incroyable. regarde, voilà. Puis d'un seul coup, je vois Bruce Buffer qui arrive, il arrive vers moi et puis il a un truc, tu sais, il me fait ça, ça et ça, tu vois, il fait un truc comme ça, qu'on voit pas forcément à la télé, tu vois. Euh, donc il me dit, non, ouais, vas-y, ok, alors, je suis comme un con, je sais pas ce qu'il veut faire, etc. Tu vois. Et là, Bruce Buffer qui est là, tu vois, il est à côté de moi, quoi, machin. Et je regarde le public, je regarde tout, quoi. Je kiffe, quoi. Je suis là et je me dis, putain, voilà, On y est. je suis concentré à bloc et tout. Je dis, putain, on y est, quoi. Voilà, maintenant, faut cartonner, quoi. Faut pas faire de merde, quoi. Faut bien taffer, quoi. Tu vois. Et puis après, voilà, c'est parti, c'est lancé. À la fin, les anglo-saxons sont très dans l'empathie, tu vois. Ce que je dis des fois avec les Français, on est trop à vouloir un peu à jalouser, alors que là, eux, pas du tout. À la fin, ils disent, ouais, j'ai fait, il y a eu une soumission au deuxième round, au troisième round, je crois. Et du coup, les mecs, ils me félicitent, tu vois. Ils me disent, ah, super, t'as bien joué, c'était bien et tout, papa, non, bien, tu vois. Ils te disent vraiment toujours avec de l'empathie, ils te disent, ils te félicitent. Et si tu fais une connerie, ils te disent gentiment, tu vois, tiens, attention, fais comme ci, fais comme ça, etc. Et puis après, deuxième combat, donc carte principale, premier combat de la carte principale. Et puis pareil, tu vois, là, je rekiffe pareil, je regarde et tout. Et puis là, j'écoute, je regarde, c'est Bruce Buffer qui annonce. Et là, je vois que le public, il gueule, il gueule. Un truc de ouf. Et limite, il est à côté de moi, je l'entends même pas, quoi, tellement que j'entends le public. Et là, voilà, je kiffe, quoi. Et après, j'ai été ému parce que juste une fois que j'ai terminé d'arbitrer, j'ai eu mes fils qui m'ont envoyé des messages, mon père, la mère de mes enfants, ma femme, enfin, je veux dire, plein de gens que j'apprécie qui m'ont envoyé des messages. Et puis après, le week-end suivant, enfin, le dimanche, tu vois ce que je veux dire. Et là, j'ai eu beaucoup d'émotions. Quand je suis descendu de la cage et quand j'ai reçu tous ces messages-là, waouh, là, j'avais la gorge qui était comme ça. Là, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions parce que c'est là que je me suis aperçu que j'ai fait quelque chose d'incroyable, quoi. Voilà. Et ça, c'était vraiment, vraiment génial. C'était top. Voilà. Là, Ça, il y c'est a le plus la, gros souvenir. ouais, là, il y a la carte de l'UFC Paris. S'il y avait un combat que tu avais envie, que tu envie d'arbitrer, Non, ce il n'y a pas plus de combats. Il y a des combats, il y a un, parce que quand tu arbitres comme ça à l'UFC, avant, l'UFC la carte des combats et te demande si tu as des conflits d'intérêts sur des combattants. Tu vois. ah, d'accord, c'est des conflits d'intérêts. Donc Ouais, de l'amitié, si tu as des coachs voilà, qui sont amis avec toi, voilà. peut-être des trucs comme ça. Et moi, j'ai eu Zara qui a été une de mes élèves. C'est moi qui lui ai fait quelques-uns de ses premiers combats, Zara Fern. Et donc, du coup, c'est un combat que c'est évidemment que je ne peux pas arbitrer. Voilà. D'accord. Mais j'imagine qu'il y Voilà. a d'autres combats, quand tu les vois s'officialiser, tu dis, mais celui-là, faut. Après, Ou des fois, tu dis, ah, franchement, celui-là, j'ai envie de le regarder, tu vois, en tant que spectateur. non, 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 mais comme je dis, à l'époque, je disais, mais moi, franchement, arbitrer Khabib McGregor, j'aurais kiffé. Franchement, j'aurais kiffé. Je veux dire, ça, c'est un combat, voilà. Il y a des gens, quand je leur dis ça, ils me disent, ah, tu déconnes et tout, machin. Ben non, franchement, je déconne pas. C'est kiffant. Au contraire, moi, ça me plaît, ça m'excite. Il y a des gens, tu vois, rien que dans leur réponse, ils seraient apeurés, quoi. Ils seraient en stress, ce serait comme des oufs. Ils pourront et Bien puis ils sûr. pourraient pas. Moi, pas du tout. Moi, c'est un combat qui m'aurait fait kiffer, quoi. Donc, c'est pareil. Je veux dire, non, c'est même pas une question de combat, c'est de me dire, ouais, de faire le combat, d'arbitrer un common event ou d'arbitrer un main event à l'UFC. C'est l'objectif, quel qu'il soit, quoi. Dès lors que tu commences à arbitrer un common event et un main event, ça veut dire que tu es dans le haut de la pyramide de l'arbitrage.
Donc là, je suis il y a la grande pyramide et je suis en haut au niveau du bas de la pointe, voilà, de l'UFC. Donc on y approche. Et donc, tu as vu le MMA évoluer. J'ai envie de te demander, toi, qu'est-ce que tu as pensé depuis la légalisation et qu'est-ce que tu penses de l'évolution du MMA, même si oui, il y a ce facteur, comme tu l'as dit en début de podcast, les réseaux sociaux qui y jouent beaucoup. Mais je parle dans son ensemble et sur le sol français, tu vois. Alors, Tu dois avoir un sentiment de fierté, puis en plus, tu es impliqué là-dedans. Aujourd'hui, tu es connu et hum, reconnu. ouais. Tu es proche Non, de la alors fédération. fierté, non, non, moi j'aime travailler et pour moi c'est un travail d'équipe, donc c'est un travail de tout le monde, donc je suis content. Je suis plutôt fier tu vois, du travail de Lionel Brézéfin. Je veux dire, il a commencé chez moi et de voir tout ce qu'il a fait. Je suis fier de Johnny Frachet. Bah, je suis fier de ça, je suis fier de son parcours parce que peut-être qu'il s'il n'avait pas commencé chez moi, peut-être qu'il n'aurait jamais embrassé ce parcours dans le MMA. Donc du coup, je suis fier de certaines personnes qui, peut-être le fait d'être passé chez moi, ça leur a donné une autre vision du MMA et donc du coup, ils en ont fait un boulot quel qu'il soit, prof, peu importe. Maintenant, par rapport à ta question sur l'évolution du MMA, alors au début, on était décriés, tout le monde nous disait oui, mais regarde, lui, il peut pas combattre contre un tel et machin, etc., etc. Les gens, ils ont la mémoire courte, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passait et on est arrivé à faire des choses. Il a fallu qu'on réglemente malgré tout un certain nombre de choses. Il y a des gens qui sont là pour faire du spectacle, pour faire de l'argent. Il y a des gens qui sont là pour combattre. Et nous, on doit chercher à veiller à leur intégralité, si tu veux. D'accord. Et donc, du coup, il faut que ce monde-là arrive à travailler ensemble, que ce soit plus l'un ou plus l'autre. Donc, du coup, c'est vrai que la première année, on avait mis pas mal de règlements. Et puis après, le niveau est un peu plus homogène, donc on réduit certaines restrictions. Le niveau devient de plus en plus homogène et donc on réduit encore les restrictions. Et donc là, ce qui est vraiment hyper intéressant, et moi je kiffe, c'est le niveau amateur en France. Le niveau amateur en France va nettoyer certains professionnels qui ont voulu passer professionnel, plus par une question de fierté, c'est une question de se dire non, 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 mais le amateur, les protèges tibia, machin, ça ne me correspond pas. Moi, je suis un professionnel et je veux combattre en professionnel. OK. Sauf qu'on va avoir des gamins qui vont arriver sur le terrain professionnel avec 20, 25 combats, peut-être même plus, 30 combats amateurs de MMA. Ils vont tomber face à des gars qui auront peut-être 5, 4, 5 combats pro parce qu'en un an ou 2 ans, si tu arrives à faire 5-6 combats pro, c'est déjà pas mal. Et donc, il va avoir un nettoyage de tous ces professionnels qui ont voulu aller trop tôt sur le terrain pro par les amateurs. Il va être incroyable, quoi. Ça va les balayer, les pauvres. Tous ceux qui ont rêvé d'avoir une carrière de MMA professionnelle, ils vont être désenchantés, quoi. Parce que les amateurs qui vont arriver au niveau des pros, ça va les nettoyer, un truc de ouf. Et ça, c'est beau. Loïc, tu m'as dit aussi qu'actuellement, tu bossais sur une salle, l'ouverture d'une salle, il y a quelque chose. Explique-nous un peu ton Ouais, ouais. actualité. Alors Ouais, dis-nous, c'est le moment. écoute, merci beaucoup. J'ai fermé le club, le Platinium, parce que le Covid avait passé par là et ça m'a vraiment niqué. Surtout que je faisais aussi beaucoup d'activités, comme du cross-training, du yoga. Enfin, je faisais un peu trop de choses. Et du coup, c'est vrai que le Covid m'a fait perdre beaucoup d'adhérents. Du coup, j'étais obligé de fermer la salle. Et j'ai des élèves, des amis qui m'ont dit non, mais l'ambiance du Platinium, cette ambiance qu'on avait, on veut la garder. Donc, et si tu veux, on s'associe, etc. J'ai dit écoute, Banco, on va s'associer. Et puis, donc, du coup, je me suis associé avec deux personnes. Et on est en train d'ouvrir TFF, The Full Force. Pour l'anecdote, The Full Force, c'était le nom de mon gang quand j'étais gamin. À l'époque, vous n'avez pas connu ça, vous. Il y avait des gangs, le début du hip-hop, le début Ouais, du rap, les et tout ça, graffitis, etc. les graffitis, tout ça. Voilà, il y avait les Black Dragons, les requins vicieux, les machins, les Asnef, enfin, tout ça. Et nous, sur Marne-la-Vallée, on était les TFF, les The Full Force. Voilà, donc c'est The Full Force.
c'est le nom du club. Et on va là, écoute, je pense que la semaine prochaine, on va commencer à pouvoir faire un peu des open mats. On sera le 7-8 août. Et puis, il y a quelques cours que moi je vais donner, mais maintenant plutôt en pied-point, enfin des trucs qui me font plaisir. Et le head coach MMA, c'est Tonton, Christian Mpombou, qu'on ne présente plus, qui a été un des champions du Bellator. Et, voilà, la deuxième génération de MMA fighter, puisqu'il a commencé chez moi. Voilà. Et puis, en gros, on s'est recentré vraiment sur le MMA et tout vraiment ce qui est important sur le MMA. Donc, c'est le sol avec la lutte à livrer, avec Patricio Carlos, qui est donc arbitre, qui lui est en charge de la lutte à livrer. Et puis, Tonton, donc, qui est en charge du MMA. Donc, en gros, tous les soirs, on a lutte à livrer ou MMA, lutte à livrer, enfin, tous les soirs. Un gamin qui est à l'école et qui veut s'entraîner à partir de 19h, il peut faire 3 heures chez nous sans problème en faisant le MMA et la lutte à livrer. Et puis les compétiteurs qui auront des entraînements l'après-midi. Et puis on a du développement le matin, etc. Voilà. Donc on est dans le 13e arrondissement. On a une super belle salle, vraiment avec pas de voisins. J'ai 2 jardins à gauche, à droite qui sont à moi, qui me permettent de faire des petits barbecues, des choses comme ça. Donc, on a vraiment une salle. Voilà, je pense qu'on a des très gros projets sur cette salle-là et qu'on sera je pense qu'au bout de la fin de la saison 2023-2024, on va faire un peu de bruit. Eh ben, c'est tout ce que je te souhaite. Et d'ici que le podcast y sort, ben, s'il y a des réseaux sociaux, justement, j'inviterai les gens. Voilà, le nom. Ouais. J'inviterai les gens donc à aller s'abonner à ta page et à donner de la force à ce club. Donc super. Voilà, si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à passer. En tout cas, Loïc, moi, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Moi aussi, franchement, c'est super parce que ça permet de divulguer un petit peu toute cette facette du corps arbitral. J'espère que les gens apprécieront les questions que je t'ai posées et en auront appris autant que moi lors de cet échange. Elles étaient pertinentes, c'est bien, elles étaient pertinentes. C'est vrai, j'ai pris 2-3. Ouais, j'ai pris 2-3 ish quand même. Hein. J'ai 3 ish. T'as 3 taquets à récupérer. Allez, je vais faire attention la prochaine fois que je te croise. Pas. Ah, t'es tranquille. Loïc, chez After Fight, à chaque fin d'interview, c'est la tradition. Il y a le 5, c'est un petit quiz avec deux réponses possibles. Alors, combattre ou arbitre? Arbitre. Marc Godard ou Herb Dean? Marc Godard. Arbitre ou spectateur? Arbitre. Coca normal ou Coca zéro? Oh putain, Coca normal. Ouais. Et ton repas préféré? La pizza. Allez, super. Loïc, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci d'avoir passé du temps avec moi. C'était un plaisir de te recevoir sur After Fight. Je te laisse le mot de la fin pour clôturer le podcast. Si tu as des personnes à remercier, un message à faire passer pour tous les auditeurs et les fans du MMA, tu as la libre antenne. Écoute, à remercier avant toute chose la Fédération française de MMA, donc Lionel Brézéfin, Johnny Frachet et les petits qui bossent, Elias et Jacques. Le corps arbitral, il y a plus de 20 officiels, plus les autres. Donc voilà, je remercie tout le monde. C'est un travail d'équipe. Mes associés pour le prochain projet avec Tonton, Mehdi Ben Badgar qui sera aussi second coach, etc. Donc voilà, et tous les autres qui vont participer à l'aventure. Mes enfants, ma femme, toute la famille MMA. Voilà, ça me fait toujours plaisir. On a eu des hauts et des bas, on s'est engueulé, on s'est battu des fois. Je me suis battu avec James Chiavo à l'époque, et puis maintenant, quand on se voit, on se salue, on rigole. Donc, du coup, non, voilà, on est une belle famille. Il y a encore beaucoup de choses à voir et à venir. Il ne faut pas oublier qu'il y a pratiquement une quarantaine d'événements, presque 50 événements de MMA par an. Je pense qu'on est en train d'exploser la boxe thaï et le kickboxing sur le nombre de combats de galas de MMA. Voilà, il y a des belles choses, il y a des beaux combattants, il y a vraiment des belles histoires qui sont en devenir et on va rattraper les 20 ans de retard qu'on a eu, les 25 ans de retard qu'on a eu, on va les rattraper et on va faire mal.